Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. La profondeur de vos romans vous a permis paradoxalement de vous retrouver très haut dans le classement des ventes de livres, mais aussi dans celui des récompenses attribuées aux écrivains. Vous êtes devenue une femme de prix. Bonjour Sylvie Germain. Bonjour. Je crois qu'il faut relativiser quand même. Oh, mais il y en a quand même pas mal des prix, on va en parler. Alors, vous êtes une romancière pas comme les autres, au parcours atypique. Vous publiez La puissance des ombres chez Albin Michel, on va en parler. Mais votre parcours mérite d'être raconté parce qu'il n'est pas seulement dédié à la littérature, et on va le faire à travers des dates clés. Très bien. La première que j'ai trouvée, c'est le 18 avril 1986. C'est votre première télé, le journal télévisé Le Mans Soir, qui annonce que vous avez reçu le prix du premier roman décerné par l'association Lire et Vivre pour le livre des nuits. Une télé où vous apparaissez ce soir-là. Vous voyez, j'ai dû... Non, j'ai oublié. Voilà. J'ai pas oublié cette époque et la chance que j'ai eue de recevoir des prix. Mais en même temps, vous étiez toute timide à cette télévision. C'était votre première télé. Vous parliez, mais on sentait quand même une gêne. Vous n'étiez pas habitué. Je suis pas du tout, et encore maintenant, à l'aise avec ni la photo et encore moins la télévision, j'avoue. Alors, le livre des nuits, c'était un conte fantastique dans le monde de la batellerie et des mariniers. Il y avait les mines de charbon, la vie reculée dans les campagnes. C'était une France dont on parle peu, une France du 19e siècle. Une France au tournant, oui, du 19e, 20e siècle, et c'était plutôt la puissance, l'impact des guerres quand elles viennent frapper des régions comme ça où les gens vivaient paisiblement. Et j'avais choisi justement une région frontalière parce que les régions frontalières sont toujours les premières victimes des invasions. Voilà. Et c'était effectivement un personnage, Victor Flandrin, qui a vu des jumeaux. Et ça, les jumeaux, ça vous fascinait, Sylvie Germain? Oui, mais toujours. Enfin, ça m'intéresse. C'est vrai que c'est quand même troublant parce que et souvent, les jumeaux ou jumelles ont des relations c'est comme vous voyez, une fratrie encore plus renforcée. Pour le meilleur, pour le pire, ça peut être conflictuel, mais en général, c'est des relations très très fortes qui les lient. Oui, sauf quand l'un dit « je suis l'aîné parce que je suis né 20 secondes avant ». Ah, ça c'est très biblique après. Et d'ailleurs, il y a des histoires incroyables. J'ai retrouvé une histoire de deux jeunes filles jumelles, Audrey et Amélie. Amélie avait un petit ami et Audrey a pris sa place un soir à un dîner. Il s'est aperçu de rien. Là, c'est grave. Oui. Mais bon, c'est connu. Tantôt les filles, tantôt les garçons jumeaux, jumelles font ce test. Mais bon, ça peut poser un peu problème. Alors, votre naissance est à Châteauroux, ville connue pour Gérard Depardieu et Michel Denisot qui sont nés là-bas, ainsi que Napoléon Schex, qui est un imprimeur, qui a inventé l'indicateur des chemins de fer. Je ne sais pas si vous le saviez. Ça, non. Et Châteauroux, c'est le point de départ, mais après, vous allez beaucoup voyager dans votre enfance. Oui, je suis née à Châteauroux parce que mon père était dans la fonction publique et il était en poste à ce moment-là dans cette ville. Il était sous-préfet, je crois. Il était sous-préfet. Et je suis née là-bas, mais j'ai quitté, j'avais 1 an et demi, donc je dois reconnaître que mes souvenirs sont minces. Alors ensuite, il y a eu plusieurs régions. Il y a eu la Lozère. Oui. Il y a eu les Vosges. Neufchâteau, je crois. Neufchâteau, puis Vittel. Voilà. Neufchâteau, je crois que les frères Goncourt venaient passer leurs vacances dans la maison familiale, place Jeanne d'Arc, et Jeanne d'Arc a fait sa communion à Neufchâteau. Jeanne d'Arc a fait sa communion à Neufchâteau. Oui. Tiens. En tout cas, c'est ce que l'histoire raconte. Ah bon? Et il y a une place Jeanne d'Arc, d'ailleurs, qui le rappelle. Alors, finalement, c'est pas facile pour l'école non plus de voyager de telle façon, Sylvie Germain. Oui et non, c'est plutôt dans les relations que l'on peut avoir avec... parfois j'envie des gens qui disent on est amis d'enfance parce qu'on s'est connus dès la maternelle ou dès l'école primaire. Ils ont pu avoir une scolarité, ils ont grandi quasiment ensemble. Eh ben oui, c'est une chance que j'ai pas eue. On changeait d'école, il fallait se réadapter, ce qui est pas toujours évident. Oui, en même temps, ça marchait bien l'école, vous avez toujours bien travaillé. Non, pas du tout. Ah bon? Au début, plutôt catastrophique, mais du fait, je vais pas rentrer dans les détails, du comportement d'une institutrice qui, à l'heure actuelle, aurait eu beaucoup de problèmes, qui était brutale, qui brutalisait les enfants, dont moi, et insultante ou voilà, très dévalorisante. Donc j'avais beaucoup régressé du fait de cette agressivité, de cette brutalité à l'école. Et personne n'en parlait à l'époque, on ne se plaignait pas. On ne se plaignait pas, mais
même maintenant, les enfants en général n'osent pas se plaindre. Oui, mais les parents sont toujours un jour au courant. Alors, c'est un peu Tardivement. Et votre passion que vous découvrez au fil des années, Sylvia Germain, c'est la philosophie. Ah oui, ben ça c'est très tardif. C'est l'année de terminale. Oui. Parce que jusqu'à ma terminale, j'envisageais plutôt, après mon bac, de tenter les beaux-arts. Oui. Et puis, je me suis passionnée pour la matière qu'était la philosophie suite au questionnement qui était posé en cours, au devoir de dissertation qui étaient des vrais défis à chaque fois. J'étais pas particulièrement brillante, mais j'étais passionnée. Et résultat, vous êtes allé à Nanterre, où vous avez eu un professeur, Emmanuel Lévinas, qui étudiait l'humain de l'homme. Non, j'ai été inscrite à la Sorbonne. Les 2 premières années, on était malheureusement envoyé à Clignancourt. Après la Sorbonne, et c'est les années de mon doctorat, ça s'appelait doctorat de 3e cycle à l'époque. Oui, ça change tellement. Voilà. Alors moi, je garde le vocabulaire de ce temps-là. Et là, c'était à Nanterre pour le prof, parce que Lévinas avait pris sa retraite. Donc je ne pouvais pas le faire sous l'autorité d'Emmanuel Lévinas, donc je l'avais faite sous celle d'un homme qui était remarquable, un très grand professeur en esthétique qui s'appelait Daniel Charles. Mais Emmanuel Lévinas, c'est quelqu'un qui vous a marqué, c'est un philosophe qui a eu qu'on connaît peu dans le grand public, mais qui est très respecté dans le monde de la philosophie. Les vrais philosophes un peu exigeants sont peu connus du grand public, sont effectivement parfois assez difficile d'accès ou de lecture, quoi qu'il y ait maintenant parfois des philosophes qui se donnent le mal de présenter aussi ses œuvres, ça peut aider, mais c'est un des très grands penseurs du XXe siècle. Oui. Voilà, mais en même temps, les penseurs n'ont pas le temps de passer à la télévision, à l'inverse d'autres philosophes. Ça se faisait moins à l'époque. L'époque a beaucoup changé, surtout là depuis une vingtaine d'années. On peut pas comparer des époques aussi différentes dans la manière de se présenter, de parler. Et vous avez fait, je crois, une maîtrise et un doctorat ensuite. Vous êtes allé très loin. Oui, une maîtrise. La maîtrise, je crois, c'est ce qu'on appelle maintenant un Master 2, je crois. C'est-à-dire c'est après la licence, je l'avais faite sur la notion d'ascèse dans la mystique chrétienne, ce qui était à la limite de la philosophie. Et puis j'ai fait un DEA, diplôme d'études approfondies en esthétique, sur des peintres. Et après, le doctorat de 3e cycle sur la thématique très lévinassienne du visage. C'est très sérieux tout ça. Alors, résultat, vous êtes devenu documentaliste dans différents endroits, c'est-à-dire la Datar, le Conseil d'État et un cabinet d'architecture. Je dirais plutôt le résultat de tout ça. Quand je suis sortie avec mes diplômes, je ne trouvais aucun emploi parce que vous n'êtes pas spécialisé dans un domaine utile ou particulier ou performant, on va dire. En plus, j'étais d'une timidité morbide à l'époque, vraiment. Et bon, vous arrivez avec vos diplômes de philosophie, esthétique et métaphysique, qui veut de vous? Et en plus, vous êtes timide et vous n'avez pas le permis de conduire. Je l'ai d'ailleurs jamais passé. Donc, vous servez à rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour assurer ma survie? Des petits boulots, donc la datar, documentaliste et autres petits boulots. Pour survivre. Oui, mais le documentaliste, c'était à l'époque un métier, il n'y avait pas Internet, c'était assez compliqué. Ah non, c'était vraiment à l'ancienne. Il fallait chercher, trouver. Tout à fait. Et dans des univers très différents. Oui. Et puis, il y a eu aussi le ministère de la Culture. Là, j'avais fini par passer un concours d'administration. Et je suis rentrée au ministère de la Culture. Ça me semblait... J'avais passé des concours dans plusieurs administrations, plusieurs ministères. J'en ai eu plusieurs, mais celui de la culture m'intéresse plus. Voilà, c'était l'époque où Jacques Lang était ministre, je crois. Oui, c'était cette époque-là. Donc une époque assez joyeuse, folklorique. Et vous avez été muté au service de l'audiovisuel, je crois. Qui venait de se créer. C'était pas encore ça s'appelait délégation à l'audiovisuel. C'était le tout début, donc c'était intéressant parce que ça se mettait en place. C'est-à-dire que c'était les débuts des chaînes de radio privées. Peu à peu, oui. Et la télévision évoluait. Oui, mais là, les gens qui venaient, c'était surtout des cinéastes qui venaient déposer, ou des auteurs de scénarios, et qui venaient demander une aide de l'État, du CNL, non pas du CNL bien sûr, une aide du ministère, pour pouvoir
faire avancer leurs projets. Et ça, c'était votre travail principal, de voir ces dossiers, de vérifier? Oui, j'avais une petite fonction, hein. J'avais pas visé haut dans mes concours, parce que la philo, ça vous prépare pas spécialement, vu les options que j'avais prises. J'avais pas le niveau, par exemple, en économie ou même en histoire-géographie. Mais à l'époque, en plus, les médias étaient en pleine évolution. Il y avait une émission qui avait fait scandale, en 83 justement, qui était Psycho, où pour la première fois, un couple parlait de problèmes sexuels à l'antenne, ce qu'on n'imaginait pas. C'est Pascal Brognaud qui avait fait ça. Ça a fait scandale. Donc même au ministère, le ministère avait été averti et Jacques Lang avait pris position. Vous voyez, je ne m'en souviens pas, d'autant plus que j'ai jamais été très axée sur la télévision. Je regarde, je sais pas, une poignée d'heures d'émissions par an à la télé. Oui. C'est pas vous qui faites monter l'audimat. Ah non, pas du tout. Mais vous avez d'autres passions, et ces passions, ça se résume à l'écriture. Et on va en parler avec une autre date, le 27 novembre 1989. A tout de suite sur Sud Radio avec Sylvie Germain. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sylvie Germain. Nous parlerons tout à l'heure de La puissance des ombres, votre nouveau roman chez Albin Michel. On a parlé de vos débuts, de votre passion des philosophies. Et puis, le 27 novembre 1989, il se passe un événement important dans votre vie. Vous recevez le prix Femina pour un livre qui s'appelle Jour de colère. Je pensais que vous alliez me parler de la révolution de velours à Prague. Non, ça c'est plus tard, ça, mais surtout... Non, c'est à peu près dans ces dates-là. Oui, mais c'est à peu près dans ces dates-là. Absolument, oui, j'étais revenue d'ailleurs de Prague. Non, mais quand on reçoit des prix assez importants, mais quel que soit le prix, c'est toujours une reconnaissance et c'est très agréable. Et là, bien sûr, c'était la première fois que je recevais un prix comme ça de cette importance. Bien sûr, ça fait très, très plaisir. Mais c'est vrai que c'était au moment des événements à Prague. Donc, quand vous avez évoqué cette époque et 89, moi, j'ai pensé les événements de Prague. On va en parler, mais surtout quand on reçoit le prix Femina, quand on apprend qu'on a le prix Femina, c'est une surprise, une bonne surprise. On s'y attend pas forcément. Ah non, je m'y attendais pas du tout. Au départ, j'étais même pas vraiment mise dans les listes ou poussée par l'éditeur. Et puis, il y a eu des changements. Et puis, oui, non, ça a vraiment été une surprise. Et ça a changé votre vie? Non. Non? Non, ça change pas une vie. Parce que tous les auteurs disent, depuis qu'on a le prix Femina, vous avez déjà fait beaucoup de choses avant, peut-être, c'est pour ça. Non, mais ça change pas radicalement la vie, d'autant plus que vous savez, quand vous recevez un prix, même important, bien sûr, ça booste un peu les ventes. Mais si vous n'êtes pas, j'étais pas en France, je suis revenue 48 heures. Et puis je suis repartie à Prague. Et donc je n'ai pas, fait la promotion du livre. Et l'air de rien, ça fait il y a longtemps. Et ça fonctionnait peut-être moins que comme maintenant. Et n'ayant pas vraiment assuré, peut-être derrière pas suffisamment, le livre a marché, bien sûr. Mais ça change pas une vie, non, ça change pas radicalement, en tout cas. En tout cas, votre vie littéraire, elle a commencé lorsque vous avez décidé d'écrire des contes et légendes qui vous fascinaient, je crois, Sylvie Germain. J'ai toujours aimé, c'était à la limite mes premières lectures, comme pour beaucoup de personnes. Souvent, quand on demande aux écrivains quels ont été les premiers livres que vous avez lus, bon, ils vont vous dire Faulkner, Proust... ou d'autres. Non, mais il faut pas oublier que ce par quoi on commence, c'est les livres d'enfants, c'est les livres de contes, ce sont les... je me souviens l'autre fois, il y en avait qui parlaient justement de lecture extrêmement comme ça, prestigieuse, et il y en a un qui dit, moi c'était Babar. Oui. Et ça m'a plu, et moi j'ai dit, moi, c'était Oui. Vous savez, ces tout petits livres avec des images, voilà. Et puis après, c'est les contes et légendes, et ça, c'est très marquant. Les contes et légendes, c'est très marquant parce qu'il y a tellement de folie, d'outrance, d'imaginaire et de violence aussi dans les contes et légendes que ça marque les enfants et ça marque l'imaginaire. Les contes et légendes, pour une génération, c'était le livre qu'on recevait à la distribution des prix en fin d'année. Entre autres, oui. Et c'est Fernand Nathan qui a lancé cette collection en 1916 avec des récits issus du folklore populaire, et ça a été un triomphe. Aujourd'hui, les exemplaires avec la tranche dorée se vendent à haut prix sur Internet. Ça, j'imagine, oui. Et donc, ça vous a donné envie d'écrire à ce moment-là? Du temps avait passé quand même. Oui. Depuis les contes et légendes de l'enfance. Après, j'ai lu comme tout le monde des romans, certaines choses. Et puis après, on est pris dans le système scolaire. On a des lectures qui nous sont
qui sont ou obligatoires ou indiqués ou suggérés. Et puis, j'étais déjà en terminale. Donc, non, je suis pas quelqu'un qui a écrit très, très tôt. Je suis pas quelqu'un de précoce, hein, pour ça. Moi, il me faut du temps. Et donc, c'était vers l'année de terminale où, oui, j'avais écrit des contes, c'était pas des légendes, c'était des contes, simplement. Et vous vous adressez chez Gallimard, où un directeur littéraire va vous conseiller d'écrire un roman, Roger Grenier. Alors, c'est un petit... Là aussi, il faut rétablir un peu. C'est pas les contes que j'avais envoyés. À la limite, il aurait fallu que je cherche une maison d'édition pour enfants ou spécialisée en contes. J'avais aussi écrit quelques nouvelles. J'avais finalement un recueil de nouvelles. Mais comme ça, par passion, par envie. Ah ben, par plaisir, par besoin, oui, profond d'écrire. Mais je savais très bien que quand vous êtes un écrivain encore totalement inconnu qui n'a jamais été publié, en France, vous n'allez pas du jour au lendemain vous faire accepter par un éditeur pour un recueil de nouvelles. Ça les intéresse pas parce que ça se vend pas beaucoup les nouvelles en France. Donc quand j'ai envoyé à des maisons d'édition, c'était pour avoir un avis. Et il y en a deux qui, m'ont dit, ça nous intéresse pas, basta. Et effectivement, chez Gallimard, quelqu'un a pris le soin de me dire, de me donner un avis littéraire, de me rappeler le fait que, bien sûr, étant inconnu, je pouvais pas, ils allaient pas prendre le risque de m'éditer, mais que si un jour j'avais un roman, or moi, le temps de recevoir la lettre, j'étais déjà à la moitié de mon premier roman. Et du coup, après, et c'était bien sûr Roger Grenier, avec qui après il y a eu un lien d'amitié, et du coup, quand mon roman a été fini, je l'ai envoyé à cette maison d'édition qui avait eu l'amabilité de me répondre. Et ça a été un succès, puisqu'il y a eu deux tomes, et ces 2 tomes vous ont permis d'avoir 6 prix. Alors, c'est surtout le premier. Les livres sont indépendants, mais le second est quand même dans le prolongement du premier. Le premier, oui, avait reçu plusieurs prix. Bon, ça n'avait pas été des ventes phénoménales, mais c'est un livre qui avait été remarqué et soutenu, et j'ai eu de la chance de démarrer comme ça, oui. Oui, et ça vous a encouragé à continuer. C'était une saga familiale, il y avait plus de 800 pages à la fin, c'était... Ça faisait dans les 700 avec les 2 livres, oui. Mais en même temps, il faut les écrire, il faut les vendre, ces 700 pages, quand on n'est pas connu. Il y a des écrivains qui démarrent comme ça, parfois, avec un livre qui a l'air de sortir de nulle part, et puis qui remporte un grand succès. Oui, mais tout de suite, on a remarqué votre style, Sylvie Germain, qui est à la fois dans l'heroic fantasy et le roman populaire. C'était un mélange des deux. Ça, c'est presque vous qui l'avez initié, et ça a touché un public qui ne vous connaissait pas. Oui, ça pouvait sembler déconcertant à certains. Il y en a, c'était me faire beaucoup d'honneur, qui comparait à un type d'écriture qui venait de la littérature sud-américaine, avec une grande place laissée à l'imaginaire. Mais bon, je pense qu'il y a d'autres écrivains aussi qui mettaient en scène comme ça Mais comment ça s'appelle ce type d'écriture? Oui, je l'ai poursuivi sur plusieurs livres. Et après, on sent. On sent très bien quand on est dans une pratique artistique, quand on est arrivé au terme de quelque chose, d'une forme de pratique d'écriture en l'occurrence, mais qui peut très bien revenir plus tard. Alors, ces livres-là avaient des points communs, les excès, la violence, la folie. Vous aviez bâti un univers qui est finalement un univers aujourd'hui qui s'est développé avec d'autres, Sylvie Germain. Je crois que la plupart des romanciers, comme ce qui nous intéresse, c'est quand même ce que j'appelle l'énigme, voire le mystère de ce qu'est l'être humain, qui est tellement étonnant dans ses contradictions, dans sa diversité, à la fois sa profondeur et sa superficialité, ce côté chimère au sens de Pascal. Pas pour rien qu'il y a cette citation d'une phrase de Pascal en exergue de mon dernier livre. C'est ça qui passionne les romanciers. Je dis toujours, si vous n'êtes pas très intéressé, intrigué, passionné par la folie humaine en un sens, et aussi par l'usage de la langue, c'est pas la peine d'être romancier. Voilà. Alors il y a eu effectivement, et vous l'avez évoqué, ce séjour à Prague que Rika Zaraï a chanté. C'était à Prague, il y a pas si longtemps. C'était à Prague et je venais d'avoir 20 ans. C'était en 66 cette chanson qui a été un succès énorme. Et Prague, ça a été un coup de foudre pour vous, Sylvie Germain. Oui, j'ai toujours été attirée aussi bien par les pays scandinaves et que les pays d'Europe dites centrale et plus de l'Est.
Bon, il était très difficile de se rendre dans ces pays-là, encore dans ces années du communisme. Et chaque pays, c'était pas tout à fait la même difficulté. J'étais allée en Hongrie, mais enfin, on était très surveillés quand on passait, quand on venait de l'Ouest. J'étais allée dans plusieurs pays de l'Est, et puis je suis aussi passée à Prague. Et oui, c'est une ville qui était très, très envoûtante. Oui, et vous avez enseigné au lycée français. Alors, elle s'appelait Petite École Française de Prague. Elle était vraiment une petite école avec très, très peu d'élèves, puisque les Tchèques, jusqu'à la fin du communisme, n'avaient pas le droit d'y aller, sauf en maternelle. Hein. Après, on aurait pu les détourner du bon chemin. Bref, ensuite, après le changement de régime, c'est devenu un lycée. Maintenant, ça a dû s'étendre et prendre beaucoup plus d'importance. Mais moi, j'y étais encore. Je suis arrivée, je me suis installée là-bas en 86. Voilà. Et vous êtes resté plusieurs années et à enseigner le français et la philosophie. Finalement, c'est la première fois que vous enseignez? En fait, oui, je me suis improvisée. Bon, les diplômes me le permettaient, mais j'avais pas l'expérience. Et ben, c'est sur le tas. Mais on se forme assez vite. Hein. Quand on est devant une classe, on sent qu'on peut pas rester dans le flou longtemps. Bon, il y avait quand même ce luxe, c'était des classes avec relativement peu d'élèves, donc ça permettait une relation assez privilégiée avec ses élèves. Voilà. Tout en écrivant des romans et en faisant d'autres choses. On va continuer à en parler avec une autre date, le 25 mai 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Sylvie Germain. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sylvie Germain. La puissance des ombres, votre nouveau roman chez Albin Michel, on va en parler. On a parlé de vos débuts dans la philosophie, de l'enseignement à Prague, du prix Femina. Et puis, le 25 mai 2013, vous êtes élu à l'Académie royale de Belgique. Absolument. Et alors, c'est un fonctionnement très particulier. Et ils sont toujours très originaux, les Belges. Vous ne demandez rien, et c'est comme une sorte de cooptation. Un jour, on vous appelle et on vous dit, vous acceptez d'être... c'est d'autres qui ont décidé. Bon, et malheureusement, je me rends très rarement à Bruxelles, à regret, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Et les quelques fois où quand même je me suis rendue là-bas, je dois avouer que c'est une ambiance, une atmosphère... c'est très simple, très convivial et en même temps ils sont vraiment très très pointus sur tout ce qui est grammaire, linguistique. Oui, ils défendent la langue française. De manière remarquable. Et c'est peut-être pour ça que vous avez été coopté. Ben peut-être. Parce que finalement, dans vos livres, et tout le monde le remarque, vous tenez à défendre la langue française. Les mots sont très importants. Bah oui, les mots, ils ont un sens, ils ont une histoire. Comme dit toujours, les mots, c'est comme nous. Nous, on a un arbre généalogique. Eux, c'est l'étymologie. Et c'est pas... Bon, alors, il y avait un type qui était absolument extraordinaire. Quelle tristesse que sa disparition. Ben, Alain Ray. Oui. Un rapport à la langue et aux mots qui était absolument extraordinaire. Et ça vous a toujours passionné, la recherche du mot, c'est pas l'obsession, mais presque. Non, c'est pas une obsession. Mais vérifier quand j'ai un doute ou chercher des formulations approchantes pour éviter des excès de répétition, etc., ça fait partie du travail de l'écriture. L'Académie royale de Belgique, donc de langue et de littérature française, vous avez succédé à Dominique Rollin, qui était une romancière très connue, qui avait elle-même succédé à Marguerite Yourcenar, et qui avait une particularité. Chaque fois qu'un journaliste écrivait un article sur elle, elle répondait à l'encre verte en contrôlant les fautes de français dans les conseils pour l'écriture. Ah bon? Oui. Elle faisait ça à tous les jours. Moi, j'ai une lettre de Marguerite Yourcenar à la suite d'un article et qui dit voilà, vous aurez dû employer tel mot plutôt que celui-là. Bon, ça fait un peu institutrice, mais pourquoi pas. Mais c'est un beau souvenir. Oui. Alors, c'est vrai que votre travail de romancière a toujours été un travail d'horlogerie, Sylvie Germain. C'est-à-dire que vous veillez à chaque mot, à chaque détail, pour que l'histoire se construise, mais qu'il y ait autre chose à côté. Ben, je me dis toujours, le peintre, lui, il va chercher les accords, parce qu'il y a toujours la nostalgie de ne pas avoir fait les beaux-arts. En peinture, vous allez chercher des accords, fussent-ils très criards, peu importe, entre les couleurs. Et le musicien avec les notes, et là, finalement,
avec ce matériau immatériel qu'est l'écriture, on cherche à la fois la justesse du mot, et puis peut-être aussi par le rythme des phrases, par les sonorités. Elles peuvent être heurtées, au contraire fluides, rendre une atmosphère. Mais tout ça, c'est un travail qui, pour moi, c'est toujours de l'artisanat. Ça s'improvise comme ça, un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous partez d'une idée, vous n'avez pas de plan de livre quand vous commencez, ce qui est assez rare aujourd'hui. Oh, je pense qu'il y a de tout chez les écrivains. Je pars pas d'une idée, je pars d'une image mentale, de quelque chose qui est assez vague. Et justement, non, je ne pars pas vraiment d'une idée. Après, les choses se mettent en place au fur et à mesure de l'écriture. Et petit à petit, vous avez trouvé un lectorat qui à la fois aime vos livres, et puis il y a une petite dose de philosophie dedans, ce qui n'était pas évident à faire passer pour le grand public. Je crois qu'on peut trouver, là, tout à l'heure, j'ai eu à rencontrer, à débattre un petit peu avec Pierre Péju. Les livres de Pierre Péju, et encore de bien d'autres, on pourrait mentionner écrivains. Et il y a aussi de la pensée, de la réflexion. Alors elle peut être plus, on va dire, philosophique, ou sur le plan social, ou sur un plan politique. Ce qui va tuer un roman, c'est de partir d'idées, de principes, et de vouloir les habiller vaguement. C'est de partir, voilà, d'habiller des concepts. Ça fait des marionnettes, ça passe pas. Normalement, un roman, quel que soit le style dans lequel il est écrit, s'il y a une certaine force, s'il a été écrit et non pas construit, fabriqué pour que ça marche, ou une idée à la mode, il y a du sens qui va s'en dégager, du sens qui sera, je vous dis, qui va tirer plus ou moins vers la philo, la psycho ou le politique, mais c'est ça la force, et pareil pour les films. Oui, mais en même temps, ce sont des sujets parfois extrêmement complexes qu'il faut simplifier pour que le grand public puisse y adhérer. Oui, mais c'est à travers les personnages. C'est les personnages qui font vivre ces idées qu'on porte en soi, et qui parfois nous permettent, le fait d'écrire, permet de clarifier un peu des pensées qui sont encore confuses. Moi, j'ai toujours écrit pour essayer de clarifier des choses confuses qui étaient dans ma tête. En philo, c'était pareil, oui. Et en roman, c'est pareil. Et finalement, vous avez trouvé un public de jeunes et moins jeunes qui suivent tout ça parce qu'ils sentent qu'ils apprennent quelque chose, et qui, eux aussi, quelquefois, ont des idées confuses qu'ils ne parviennent pas à démêler. Alors maintenant, ce qu'il en est du public, vous savez, ça varie beaucoup. Le public... il se dissout aussi dans le temps, et puis il se renouvelle ou pas. Il y a tellement d'autres romancières depuis que moi j'ai commencé à écrire, et qui sont peut-être bien davantage dans ce qu'on appelle l'ère du temps, et qui parlent plus à des gens de leur génération. Tout ça, ça se comprend. Mais je reviens sur le fait, ce qui peut ressortir d'un livre, parce que là je viens de lire, je l'avais pas lu celui-là, La Lune Noire de Steinbeck. J'adore cet auteur, John Steinbeck. C'est vraiment parmi les plus grands romanciers du XXe. Et dans ce texte, qui a été écrit en 1942, il est, hélas, si je puis dire, d'une extrême actualité quand on voit ce qui se passe en Ukraine. Il y a une réflexion à travers des personnages qui prennent vraiment une dimension charnelle, une vraie présence, mais il y a toute une réflexion sur les aberrations, les absurdités de la guerre et les aveuglements des vainqueurs. C'est remarquable. Et puis il y a aussi la violence qui est très présente dans vos livres depuis toujours, Sylvie Germain. Et là aussi, bon, il y a la violence intérieure, mais il y a la violence extérieure. Et là aussi, vous avez été un peu en avance sur votre temps, parce qu'on est en pleine actualité. Oh, je crois que dans beaucoup de livres, il y a quand même des mises en scène, beaucoup de la violence intérieure ou extérieure, que ce soit les guerres, ou la violence sociale, ou la violence dans les relations avec des gens, où il y a de tout. C'est vrai que ce qui court à travers mes livres, parce que là encore, comme la plupart de gens qui sont dans une création artistique, on n'a pas tant d'idées que ça dans une vie. Il peut y avoir des retournements, etc. Mais il y a une sorte de fil conducteur, même s'il avance en zigzag. Il y a un fil conducteur. Il y a quelque chose qui court comme ça. Et en ce qui me concerne, oui, c'est cette irrésignation à cette fureur du mal, ce qu'on appelle le mal. Voilà. Je crois qu'il y a un regret, c'est que vous êtes passé à côté de l'Académie française à 4 voix près, ou à 5 voix près. Oui, mais ça, c'est pas... En fait, ils ont senti, à juste titre, que j'étais
j'étais peut-être pas faite pour voilà cette institution. C'est très bien, je dis toujours vraiment qu'existent des institutions de cette dimension, en plus avec ce passé magnifique de l'Académie française, mais je pense que je m'y serais peut-être pas sentie très à l'aise. Et j'ai pas du tout dû être convaincante, parce que j'avais pas envie de l'être. Vous avez quand même eu 12 voix et vous auriez pas... J'ai pas compté les voix. Si. Je dois avouer que quand j'ai su qu'ils ne m'acceptaient pas, oui, on peut toujours se représenter, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai senti que c'était pas, voilà, j'étais pas faite pour ce lieu-là. Oui, mais il y a des gens qui se représentent. Paul Guth, qui a été un écrivain célèbre, il s'est tellement présenté qu'on a l'impression qu'il a été élu alors qu'il n'a jamais été élu. Non, mais il y a des grands noms de la littérature, je sais plus, c'est Zola, Zola, oui. Qui s'est présenté de très nombreuses fois. Vous voyez, Zola reste connu, important, toujours lu et à juste titre. Et certains qui ont été élus en cette époque-là sont tombés aux oubliettes. Mais c'est idem avec les grands prix, le nombre de grands écrivains qui n'ont jamais reçu les très grands prix, dont par exemple le Nobel, et d'autres dans la liste des Nobel qui tombent aux oubliettes. Et c'est comme ça pour tout. On pourrait aller voir les palmarès à Cannes. Vous voyez, c'est dans tous les domaines. Voilà, ce qui compte, c'est de faire. Alors, il y a la littérature, mais il y a aussi la musique, et je crois qu'il y a une musique que vous affectionnez, Sylvie Germain. Il y en a beaucoup. La marche de Radetzky. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est un classique qui termine le concert du Nouvel An à Vienne tous les ans, et qui est un hommage d'ailleurs au comte de Radetzky qui a sauvé Vienne. Et cette musique parle à vos oreilles. Non, je dois avouer que les côtés marches militaires, c'est pas tellement de mon goût. Ouais. Mais quand vous dites marche de Radetzky, moi je pense surtout au roman splendide de Joseph Roth. Voilà. Oui, qui est le dérivé de la. Bien sûr, voilà. Qui a inspiré de ça. D'ailleurs, il faudrait que je le relise, parce que je l'ai lu il y a si longtemps. Mais bon, lui aussi, Joseph Roth fait partie des auteurs que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Mais je dois vous avouer que oui, ça m'amuse de l'entendre, mais c'est pas le type de musique qui me ravit les oreilles, non. Qu'est-ce qui vous ravit les oreilles? C'est très varié, hein, mais alors par excellence Bach, mais Schumann, Schubert, mais également Mahler, et puis un que je trouve extraordinaire, Shostakovich. Puis il y en aura encore beaucoup d'autres. Et puis il y a la musique folklorique, et puis il y a le grégorien, et puis il y a beaucoup de choses. Et la littérature. Et alors, quand vous avez quitté Prague, vous êtes installé, vous êtes revenu à La Rochelle, où vous pouvez travailler en paix pour tous les romans que vous écrivez. Non, quand je suis revenue à Paris, c'était assez difficile pour moi de quitter cette ville et ce pays que j'aimais profondément. Et puis j'ai eu l'occasion d'avoir comment on appelle ça, un séjour littéraire à faire à maison résidence d'écrivain. Moi, je connaissais pas ça. Je vivais depuis trop longtemps à l'étranger. Je suis allée à La Rochelle et effectivement, j'ai pris goût à cette ville. J'y suis restée 2 ans et demi. Puis après, les choses font qu'on rencontre quelqu'un, on bouge, on va ailleurs. Et 25 ans plus tard, je reviens à La Rochelle. Voilà. Et de Prague, vous avez quand même ramené un roman Immensité, en montrant que à Prague, malgré la libération, c'était pas évident de vivre. Vous racontez l'histoire d'un professeur devenu balayeur. Ça, c'était du temps du communisme. Et ensuite, parce que moi, j'ai été à Prague avant les événements, pendant les événements et encore 2-3 ans après. J'ai donc vu le mouvement de bascule, et comme dit le personnage dans le roman, parce que ce roman-là, Immensité, se passe avant, pendant, après, les gens crient liberté, 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 svobodo, svobodo. Oui, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on en fait après? Ça aussi, c'est un des grands thèmes toujours à reprendre, c'est celui de la liberté. Qu'est-ce qu'on met sous ce mot extraordinaire? Qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà. Et il y a aussi un autre sujet qui vous fascine, c'est la perte de mémoire avec Magnus, qui est un livre qui a eu beaucoup de succès, où quelqu'un cherche sa véritable identité. Thème d'ailleurs qui a été pris dans la bande dessinée par 13, par Philippe Labro, la recherche de l'identité, avec comme seul objet un ours en peluche. Oui, c'était effectivement, parce que pour avoir entendre tellement parler, encore de plus en plus, je trouve, depuis quelques années, les tourments qu'éprouvent beaucoup de personnes quand ils sont en quête de leur identité. Alors, c'est des questions qui se posent beaucoup pour des gens issus de l'immigration, effectivement. Mais également, ce qui m'avait sensibilisée, c'était d'avoir entendu des personnes qui avaient été adoptées,
dès la petite enfance, quasiment dès la naissance, qui le savaient, on leur avait pas menti, on leur avait pas caché, mais qui arrivaient à l'âge de jeunes adultes ou dès l'adolescence, déjà que l'adolescence est une crise déjà aussi identitaire, mais alors là, elle est décuplée. Et ce tourment que moi je n'avais pas eu à connaître, étant a priori de mes parents, j'ai été très sensible à ça, voilà. Et j'ai imaginé, parce que malheureusement dans toutes les guerres ça arrive, l'histoire de cet enfant qui ne sait plus d'où il est venu et qui, suite à un traumatisme toujours lié à la guerre si violent, ne sait plus d'où il est venu, et la personne qui va s'occuper de lui fait en sorte de vraiment d'effacer sa mémoire, de la lui gommer. Donc après c'est effectivement une quête de où il vient, et quand il va y parvenir, ça ne l'intéresse plus. Ah. Parce qu'il est passé à autre chose de un peu plus ample. Voilà. Et nous, on va passer à autre chose avec une autre date, le 27 avril 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Sylvie Germain. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Sylvie Germain, mon invité. On a parlé de votre parcours de philosophe, de romancière. Et le 27 avril 2022 est sorti votre nouveau roman, La puissance des ombres, chez Albin Michel. Alors encore un sujet un peu différent de ce que vous faisiez d'habitude, mais tout part d'une soirée sur le thème du métro. Une soirée, comme on l'a fait enfin entre amis, des soirées déguisées. Oui, d'abord parce que j'aime bien cette thématique du métro. J'aime beaucoup le métro, l'histoire un peu du métro. Évidemment, comme des gens déjà d'un âge fort avancé, je me souviens enfant, quand je prenais le métro avec les bancs en bois, etc., avec une de mes grand-mères, et dans les couloirs, enfin dans les corridors, oui, avant d'arriver aux stations, il y avait des publicités comme ça peintes. Et entre autres, il y avait du bon, du beau, du bon, bonnet. du bonnet. Il me semble qu'il y avait Saint-Raphaël aussi, Oui, ou d'autres. Alors après, bon, peut-être que la mémoire, là encore, Non, c'était bien ça. mélange tout Et même ça. dans le mot du bonnet, c'était même dans le tunnel du métro. Voilà, Ouais. je cherchais le mot. Dans le tunnel, pas le couloir, le tunnel du métro. Et juste avant d'arriver dans la lumière de la station. Et donc, vous avez situé ce roman avec une histoire qui démarre avec un couple qui fête les 20 ans de sa rencontre au pied d'un métro qui est le métro Saint-Paul. Quel métro Saint-Paul, un jour de grève, et c'est pour ça qu'ils ont choisi, eux, lui de s'habiller en Saint-Paul, si on peut dire, et elle en Zazie dans le métro, parce que Zazie, c'est l'obsession, elle veut voir le métro, et pas de bol, il y a grève à Paris, et elle ne peut pas voir le métro. Et puis il y a quelqu'un qui se déguise en un personnage cher à Serge Gainsbourg. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Quand on pense que cette chanson au départ n'a pas marché, c'est-à-dire que Serge Gainsbourg avait une protectrice qui était Michel Arnaud, qui l'accueillait dans son cabaret Milord Larstruy, qui la prenait à la télé, ça ne marchait absolument pas. Ça intéressait personne. Et vous cette chanson vous a... Oui, mais après, elle a eu du succès, cette chanson. 10 ans plus tard. Et c'est vrai qu'elle est assez drôle. Je fais des petits trous avec ses... Ça, c'est Gainsbourg, hein, Oui. à double tranchant, à double détente et à double entente dans ces histoires de petits trous. C'est ça qui était assez rigolo. Bref, oui, j'ai imaginé après toutes ces mythologies du métro, un peu à l'ancienne, bien sûr. C'est-à-dire avec des gens qui se déguisent. Alors, armés- en station de métro. C'est-à-dire qu'il y a un homme à tête d'ibis, une femme armée d'un bouclier avec une pomme de terre. Enfin, tout ça a des liens avec la réalité. Tout ça a des liens. Alors, j'ai pas voulu justement qu'ils se déguisent de manière immédiatement reconnaissable et évidente. Mais bon, Parmentier, oui, elle se déguise en gros sac à patates. D'autres, c'est plus direct. D'autres, c'est un peu plus contourné et subtil. Et puis, chacun doit sortir une petite tirade par rapport au choix qu'il a fait. Et voilà, c'est une ambiance joyeuse. Et comme quand dans toute fête... les boissons, etc., et autres choses aidant à l'euphorie, la fatigue et tout ça, ça dégénère pas, mais ça, au contraire, c'est plutôt l'état festif prend de l'ampleur. Voilà. Et d'ailleurs, vous parliez des stations de métro, il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous le savez, qui a chanté les stations de métro après un an de travail et d'écriture, c'est Pierre Perret. La petite Madeleine que j'ai connue à Saint-Lazare, je l'ai choisie pour son superbe corps bizarre. Elle avait le sein placide et un sacré musinval.
Elle avait tout un arsenal. Voilà. Alors ça, c'est le côté joyeux. Mais le côté de votre livre, car c'est quand même un roman, c'est qu'au milieu de cette fête, un homme va tomber et mourir. Il arrive un accident, et puis quelques mois plus tard, un autre accident, toujours sous forme comme ça de chute brutale. Est-ce que c'est pour le premier ce qu'on appelle un raptus, où vous êtes soudain saisi d'une coup de folie, une sorte de blanc dans la tête, je sais pas, et puis vous vous jetez comme ça par une fenêtre. Et là, j'ai entendu parler de personnes qui se sont donné la mort de cette façon. Peut-être qu'à quelques minutes près, quelqu'un aurait été là à ce moment-là, ou il l'aurait pas fait. Parce qu'il y a des suicides très très préparés, et puis il y a des suicides comme ça, c'est de l'ordre du raptus. Mais en fait, le raptus n'est pas là où on pourrait le penser. Il est chez la personne qui va provoquer ces drames. C'est cette personne-là qui est victime d'une sorte de raptus intérieur. Et comment vous est venue l'idée d'écrire cette histoire où justement il y a des morts et puis après on va expliquer qu'il y a quelqu'un qui est responsable de tout ça? Mais ça a été, vous savez, rien ne vient de rien, même si tout est inventé. Alors surtout l'histoire de la fête, tout ça, l'assassin, enfin tout ce qui se passe. Bien sûr, je l'ai inventé, mais on n'invente rien à partir de rien. C'est comme quelqu'un qui dirait, voilà, la robe que j'ai faite, je l'ai inventée de A à Z. Oui, dans sa conception. Mais même s'il avait tissé le tissu, il a bien fallu qu'il trouve, voilà, vous voyez, la laine, le chanvre, tout ce que vous voudrez. Tout ça pour dire que c'est à force de voir passer parfois dans les actualités, les journaux, ce qu'on appelle les faits divers, qui sont toujours des choses absolument terribles, hein, les faits divers, crimes passionnels ou autres, c'est très shakespearien en fait les faits divers, hein. Et des cas de personnes qui elles-mêmes ayant été victimes de traumatismes dans l'enfance, traumatisme pas soigné, pas suivi, on n'a pas mis les mots dessus, ils ont tellement refoulé cette blessure. Au mieux, ça dort en eux toute leur vie, tout en les rongeant comme un mauvais rongeur au fin fond de l'âme. Et puis parfois, pour un oui, pour un non, on ne sait pas pourquoi. C'est comme si c'était aux aguets pendant des décennies, et d'un coup, ça leur saute à la gorge, voilà. Et pour moi, c'est une sorte de raptus intérieur. Et donc, ce personnage lui-même, on comprend un peu plus tard d'où vient le traumatisme. Et quand il va agir, c'est comme s'il était vraiment manipulé de l'intérieur par une sorte de démon intérieur. Voilà. Il faut savoir qu'on n'est pas dans Agatha Christie, malgré ses meurtres, mais dans un roman psychologique, puisqu'au milieu de l'histoire, on va connaître le coupable. Ah oui, c'est pas un roman policier, vraiment. Mais bon, j'avais essayé de laisser planer un peu le doute au début, mais à force que les gens disent ce qu'il en est, voilà, le lecteur qui me fera l'honneur de lire le livre, il se rendra compte où c'est vrai que l'enjeu, il n'est pas dans le suspense, il est dans le pourquoi. Et dans le pourquoi et la puissance des ombres, le titre n'a pas été choisi au hasard, parce que finalement, ces ombres nous guident, et ça vous fascine aussi, Sylvie Germain. Oui, mais ça fait toujours partie, je vous dis, de cette énigme que représente l'être humain, dont je fais totalement partie. On se connaît très mal soi-même, on connaît très mal les autres, quoi qu'on en pense, même des gens très proches. Parfois, on se surprend soi-même à avoir des pensées, des réactions ou des gestes qu'on n'aurait jamais soupçonné avoir, soit d'un côté positif, un acte de bravoure, soit d'un côté le contraire, un acte de trouille, de lâcheté ou autre. Tout est possible, tant qu'on n'est pas confronté à l'extrême. Et on peut pas répondre comme ça si facilement de soi. On peut au contraire. Et une fois qu'on le sait, c'est mieux parce qu'on peut travailler sur soi-même avec justement un peu de modestie, ne pas se surévaluer par avance. Oui, et en même temps, c'est un travail de psychologie que vous avez écrit. Vous êtes renseigné auprès de psychologues ou vous avez lu des livres sur le sujet, Non, pas du tout, non. Parce que finalement, ce personnage, c'est une lutte entre les ténèbres et la lumière. C'est une lutte que beaucoup d'entre nous connaissent. Normalement tous. Oui, mais on s'en rend pas toujours compte. Oui, parce qu'on se donne pas. Mais c'est comme souvent les gens disent je pourrais pas écrire, je pourrais pas faire ci ou ça. Mais ou j'ai pas de mémoire, ou je me souviens pas de mes rêves. Mais si ils se donnaient le temps, souvent on s'interdit certaines choses. On se dit je suis pas capable. Je suis la première. Il y a plein de choses. Je me dis je pourrais pas le faire, je suis pas capable. Oui, mais je fais pas l'effort parce que j'ai pas envie de faire l'effort. Et beaucoup de personnes sous-estiment en elles des capacités.
qui sont restés en dormance. Alors effectivement, peut-être qu'au bout d'un certain nombre de décennies, à force de dormir, la Belle au bois dormant devient complètement statufiée. Hein, ça c'est sûr. Et ce qu'on prend parfois pour de la folie chez certaines personnes, et c'est courant, ce sont des regrets qui vous marquent à vie. Oui, il y a les regrets de ne pas avoir fait souvent ceci ou cela, d'avoir raté des occasions. Il y a les remords. Quand on se rend compte qu'on a fait vraiment quelque chose qui nous hante, et là, le remords, vaut mieux travailler dessus parce que ça peut vous ronger les gens comme de l'acide. Il y a le repentir, vous voyez, il y a des nuances là. Mais ce sont des phénomènes aussi assez nouveaux aujourd'hui, parce que la dépression, ça se soignait pas pendant des années, et aujourd'hui ça se soigne quand on va au fond des choses et qu'on comprend tout ça. Oui, tout à fait. Pendant fort longtemps et encore dans beaucoup d'endroits, les gens qui sont en grande dépression ne reçoivent aucune aide. Ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à se laisser mourir de désespoir. Je pense souvent aux femmes en Afghanistan. Vous imaginez leur vie, l'enfer qui est devenu leur vie. Et je pense que beaucoup de ces femmes doivent être touchées, mais des abîmes de dépression, et certaines se laisser aller à la mort, parce que parfois on se dit plutôt mourir que ces vies de prisonnières perpétuelles. Et dans ce livre, Sylvie Germain, vous évoquez un problème qui est de plus en plus d'actualité. Ce sont les abus, des violences qu'on ne disait pas pendant un certain temps et qu'on avoue aujourd'hui. Oui, parce que ce qui a provoqué tout ça, oui, mais malheureusement le rapt des enfants, ça a toujours eu lieu. Ça a toujours eu lieu. Le rapt d'enfants et de violences et de crimes d'enfants, l'époque actuelle n'a pas la palme. Ça s'est vraiment toujours fait. C'est pas, en plus, c'est juste mentionné. Je ne développe pas ça. C'est plutôt l'effet sur l'autre le frère de cette petite victime qui n'a pas pu défendre, qui est un petit peu responsable en un sens de par sa négligence. Voilà. Mais aujourd'hui on en parle, alors que voici quelques décennies on n'en parlait pas. Et surtout il y a l'ombre. Vous êtes fasciné par les ombres parce qu'il y a une puissance destructrice qui est dans notre ombre et qu'on ne voit pas forcément. Ces ombres intérieures, parce que je dis l'ombre n'est pas mauvaise en soi. Il y a des ombres lumineuses. Il y a des ombres douces, il y a des ombres légères, il y a des ombres qui peuvent vous féconder. Si on prend ombre comme une sorte d'image, un peu pas des fantômes là, mais des personnes qui vous habitent ou de certaines choses qui ont été déposées en vous. Il y a des gens, on va toujours trouver dans les gens de sa famille déjà décédés, des gens qui ont été positifs et ils sont un peu comme des ombres en nous, mais ce sont des ombres douces. Ce sont des ombres, voilà ce que j'appelle lumineuses. Et puis il y a les ombres très sombres, certaines enténébrantes, très lourde, très fermée, et c'est le cas de cette personne. Dans son enfance, il y a une ombre terrible qui s'est introduite, rentrée par effraction violemment en lui, et puis à force de la refouler, c'est devenu comme un bloc, comme ça, vraiment un bloc de nuit, un bloc de ténèbres, qui attendait son heure pour jaillir un jour, voilà. Et effectivement, il y a Lucky Luke qui est l'homme qui tire plus vite que son ombre. Absolument. Ça n'a rien à voir. Au moins, il peut se défendre. Voilà. Alors que là, le personnage ne peut pas se défendre. Et c'est encore une fois, c'est un phénomène de société aujourd'hui que vous évoquez dans ce roman psychologique. Je crois que, qu'on le veuille ou non, on est très poreux à tout ce qui se passe, à l'actualité, aussi bien à la grande histoire, comme on dit, qu'aux faits divers. Vous voyez, tout ça est mêlé à ces histoires personnelles, à ce qu'on entend autour de soi, la famille, les amis, les connaissances. Il y a toutes ces espèces de rumeurs du monde qui est permanente autour de nous. Et par la force des choses, un romancier est très poreux à tout ça, très attentif. Il y a plein de choses qui nous passent à côté. Puis de temps en temps, il y a un élément ou deux qui vont accrocher et voilà, qui vont nous titiller et c'est comme ça que va commencer à se former le thème d'un roman. Roman que je conseille à celles et ceux qui nous écoutent de lire, La puissance des ombres chez Albin Michel. Je précise que pendant le confinement, vous avez réussi à écrire un roman, le premier roman sur le post-confinement qui s'appelait Brève de solitude, qui a été aussi un succès de librairie.
Non, justement, il est peut-être sorti un peu trop tôt. Ouais. Non, ça n'a pas été, hélas, un succès de librairie. Il est même passé un peu à la trappe. Voilà. Mais ce qui m'intéressait, c'était la première fois que, en 2 mois, je l'ai écrit en 2 mois, les 2 mois de confinement. Ouais. Et comme il me disait, les écrivains, on n'est pas les plus à plaindre parce que c'est un travail solitaire. On se confine soi-même quand on écrit un livre. Donc, c'était une expérience intéressante pour moi parce que j'avais plus rien, pas d'engagement, pas partir à droite, à gauche, etc. Voilà, enfermé comme tout le monde chez moi. Donc, j'ai écrit, mais sur le thème essentiellement justement de la solitude. Qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à la solitude et qu'on ne l'a pas choisi? Pour certains, donc, ça devient un isolement. Qu'est-ce qui se passe quand on est là, seul, dans le silence, entre ces 4 murs, sans plus aucune possibilité de divertissement? On en revient toujours à Pascal, qui nous permet d'oublier un peu nos soucis, certaines questions, etc. Et c'était ça qui m'intéressait. Eh ben, j'espère que ça intéressera des lecteurs qui découvriront ce livre, puisqu'on en a parlé, et qui s'intéresseront et qui se passionneront aussi. Et je sais que vous avez des fidèles lecteurs avec La puissance des ombres chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci à vous, Sylvie Germain. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.